I feel good. Je me sens Me bien. sinto super bien. Eu me sinto bem. Et toi? Genki. Et toi? I Feel Good, les chroniques akashiques, le podcast qui vous veut du bien et vous donne un éclairage sur le grand éventail des activités de bien-être, développement personnel et spirituel et autres initiatives inspirantes. Ce podcast vous est présenté par Armelle Bérodi et l'Espace Akashique. Bonjour à toutes et à tous, je suis aujourd'hui en compagnie d'Arnaud Christine, avec qui on va discuter de la question du genre, qui va nous parler un petit peu plus en détail de son expérience, mais aussi de son expérience en tant que thérapeute et accompagnant sur les questions de genre. Notamment, Arnaud, je sais que tu es sexothérapeute, notamment multithérapeute. Merci d'être là avec nous. Avec plaisir. Je suis très touchée parce qu'Arnaud va nous parler un petit peu de son intimité. C'est des questions qui ne sont pas forcément faciles à partager au grand public, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une nécessité d'avoir des éclairages par rapport à ça, et notamment pour accueillir, nous, les thérapeutes, des personnes dans nos cabinets, et puis pour que ces personnes aussi aient un espace, une visibilité. Et je trouvais que c'était intéressant d'avoir ton propre témoignage, puisque toi-même, tu te définis non-binaire. Voilà, c'est ça. Et j'aimerais du coup savoir un petit peu comment tu es arrivé aujourd'hui à poser ce mot et quel a été ton parcours de vie en fait, comment tu as vécu ça plus jeune. Est-ce qu'il y avait des mots pour le définir? Est-ce qu'il y avait des espaces pour en parler? Et comment ça s'est passé pour toi? Merci pour cette proposition de partager ces sujets-là. Pour ma part, le point de départ, c'est que étant ado, je me reconnaissais pas du tout dans le fonctionnement, les manières d'agir, les comportements et les activités qui concernaient les garçons. Et j'étais mal à l'aise avec ça, notamment l'agressivité qui est très présente à l'adolescence et qui est valorisée dans le domaine de l'expression de la virilité. Donc je me suis senti très étranger à ça. J'ai longtemps pas eu les mots pour définir ce décalage, cette différence. Donc pendant des années, pour moi, ça a été simplement, je me sens différent et je trouve pas ma place ni des personnes avec qui je me sens ressembler. Et puis au fil de mon expérience et de mes rencontres et de mes lectures, j'ai pu apprendre les mots, faire connaissance avec cet univers. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé justement dans tes lectures ou dans tes rencontres? Il y a eu des personnes, des livres qui t'ont inspiré, où tu t'es dit « Ah tiens, là, ça me parle, c'est comme ça que j'ai envie d'être, c'est comme ça que j'ai envie d'évoluer, c'est grâce à ça que je peux trouver ma place ». Pas des livres en particulier, plutôt des lectures d'articles divers et variés, mais c'est surtout la rencontre avec la communauté polyamoureuse, donc qui est un modèle relationnel particulier, où les gens éprouvent le besoin de se retrouver pour discuter d'amour et de sexualité, en se sentant compris et comprise. Donc la fréquentation des cercles. Et parmi ces personnes donc, qui ont des modalités sexo-affectives différentes, il y a aussi des personnes non binaires ou trans
plus fréquemment que, je dirais, dans un public normé. Ce qui fait que j'ai pu, au fil des conversations, découvrir les termes et sentir ce qui fait écho à mon expérience ou pas. D'accord. Mais du coup, c'est arrivé bien plus tard, en fait. Tu étais déjà adulte quand tu as rencontré ces cercles-là. Tout à fait. J'étais dans une sorte de pas bien saisir quelle était mon identité jusqu'en 2015, à part le fait d'être différent. En 2015, j'ai découvert les cercles polyamoureux et j'ai pu découvrir des termes et des appellations à laquelle je pouvais me sentir proche et m'identifier. Donc la première, ça a été le polyamour, c'est-à-dire la possibilité de tomber amoureux de plusieurs personnes en même temps et de ne pas vouloir en nier une pour privilégier l'autre. Donc parmi les termes et les appellations qui sont venues à moi, donc il y a le terme trans, le terme non-binaire et puis plein d'autres détails. En ce qui me concerne, dans mon ressenti, je ne me sens pas identifié au terme trans alors que ça pourrait, mais dans mon ressenti, il y a la transformation et le désir de passer d'un sexe assigné à la naissance à un autre, ce qui n'est pas ma démarche. Je me suis beaucoup plus reconnu dans le terme non-binaire, du fait que je ne me reconnaisse pas dans la polarité virile, et que cette polarité a même plutôt tendance à me repousser, à percevoir de l'agressivité là-dedans. Le terme gender fluide me parle bien. Tu peux en dire un peu plus sur ce que c'est? Oui, alors gender fluide, c'est en fait se sentir un peu mouvant entre les genres selon, selon plein de choses, selon notre état émotionnel, selon les contextes dans lesquels on évolue, selon plein d'éléments qui peuvent influer. Et donc les personnes qui se ressentent gender fluide se ressentent plus hommes à certains moments ou plus femmes à certains moments. Pour ma part, c'est plus un mélange des deux, mais je me ressens pas femme non plus parce que physiologiquement, ça correspond pas. Et j'ai conscientisé tardivement que je me sens beaucoup plus à l'aise en présence de femmes ou en présence de personnes non binaires que en présence d'hommes qui se sentent bien masculins, virils. D'accord. Est-ce qu'à un moment donné, tu as pu traverser une crise identitaire ou existentielle qui a causé des souffrances, en fait, de ne pas savoir là où tu étais ou de ne pas pouvoir te donner une identité par rapport à ça? Au sens large, j'ai l'impression d'en traverser tout le temps, des crises identitaires, de savoir qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire, avec qui je me sens en lien. Mais l'avantage d'être adulte, c'est la possibilité de choisir ses fréquentations et donc de fréquenter des personnes avec qui je me sens en bonne connexion. Pour ce qui est de l'identité, je me suis très longtemps senti assez loin des problèmes identitaires, c'est-à-dire que je constatais que beaucoup de personnes s'accrochaient à beaucoup de choses au point d'y plaquer leur propre identité et de se sentir en danger quand il y a quelque chose qui s'en éloigne. Un exemple très simple, par exemple la nourriture. Les gens qui sont véganes ou les personnes carnassières, c'est compliqué de les mettre à la même table parce qu'il y a une identité qui est accrochée à la manière de manger, mais l'identité, elle peut s'accrocher à plein de choses. Elle peut s'accrocher à la religion, elle peut s'accrocher au cœur de travail, que la personne, plutôt que s'identifier à elle-même en tant qu'être singulier, de s'identifier à une profession, à une croyance ou à un genre.
Donc ça te permet de te sentir plus libre et plus détaché de cette identification de ces représentations-là? Oui, globalement, je me suis très longtemps senti libre et détaché et distant de toute identification qui me cristalliserait dans une définition. Avec ce processus, à partir de 2015, où j'ai pu vraiment me reconnaître à certains endroits et me reconnaître dans des communautés et fréquenter des gens avec qui ça connecte bien, euh, je peux y amener des processus d'identification. Voilà, mais je reste, je tiens à ne pas me verrouiller, à m'identifier dans quelque chose, ce que je percevrais comme enfermant. Comment ça a été accueilli dans ta famille, auprès de tes proches, quand tu as commencé à poser des mots comme ça? Alors ça, c'est une question très intéressante parce que moi, j'ai toujours aimé, et de plus en plus, parler des choses qui me tiennent à cœur, qui suscitent des émotions en moi, à mes proches, que ce soit ma famille ou les personnes avec qui je me sens en lien. Et quand c'est pas reçu ou mal reçu, je le vis plutôt mal. De manière concrète, avec des exemples, avec mes parents, j'ai fait mon coming out polyamoureux. Ça a été très mal reçu par ma maman qui est très catholique. Et mon papa voyait ça comme des espèces de fantaisies de libertinage qui me passeront un jour ou l'autre. Or, les deux se sont complètement trompés. Et j'ai eu beau en reparler, expliquer, nuancer, j'ai l'impression que eux, leur identité est verrouillée à un autre endroit et ne permet pas d'accueillir ça. Concernant ma non-binarité, c'est quelque chose que je n'ai jamais présenté publiquement pour le moment. Voilà qui est fait. Voilà qui est fait. Et c'est quelque chose que j'évoquais plutôt avec des amis sensibilisés sur la question. Qu'est-ce que tu penses que ça peut apporter d'en parler publiquement, justement? Qu'est-ce que toi, tu auras envie de passer comme message à des personnes, soit qui ne le comprennent pas, soit qui ne connaissent pas ces notions-là? Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui? Ce qui me paraît important, c'est de transmettre le message qu'il est important d'accueillir et de comprendre la singularité de tout un chacun. C'est-à-dire que les personnes sont différentes, ont leur propre ressenti, chaque personne est un univers entier, et de rester sur des choses très normatives, je trouve que c'est très problématique en termes de diversité humaine. Et aussi pour les personnes très différentes, ça crée des structures sociales où les personnes singulières sont obligées symboliquement d'amputer des parties d'elles-mêmes pour correspondre aux attentes normées. Ce qui, je trouve, est très problématique. Donc le message que j'ai envie de faire passer, c'est que les évidences ne sont pas partagées, c'est-à-dire que les évidences de genre, homme, femme, de binarité peut être quelque chose de solide et d'évident pour beaucoup de gens, alors que pour d'autres, ça n'est pas le cas. Et ce qui serait important, c'est d'amener la paix entre ces deux mondes, parce qu'il y a beaucoup de blessures de la part des minorités, de ne pas être compris, de ne pas être entendu en tant que tel, et d'être stigmatisés pour leur bizarrerie, pour leur non-capacité à rentrer dans le cadre. Je pense que les cadres doivent être au service du vivant et non l'inverse. Est-ce qu'il y a une manière pour toi d'accueillir ça? Est-ce que, par exemple, je sais que moi, je ne te genre pas, quand je dis il, quand je parle de toi, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui te dérange, qu'est-ce que tu aimerais, comment tu aimerais être accueilli, nommé,
genré? Alors, c'est une question qui est très intéressante parce qu'elle concerne fortement la communauté qui vivent des choses souvent très sensibles à cet endroit. Pour ma part, je suis très tranquille qu'on m'appelle il, elle ou yel. Ça vient juste réveiller ma diversité à divers endroits. Donc je suis très tranquille par rapport à ça. Mais c'est important de savoir qu'il y a d'autres personnes non-binaires ou trans qui vivent ce qu'on appelle la dysphorie de genre. La dysphorie de genre, c'est-à-dire se sentir profondément malheureux ou malheureuse, de se percevoir différent ou différente euh, que le sexe assigné à la naissance. Donc par exemple des personnes qui sont nées femmes mais qui se perçoivent hommes ou l'inverse et qui le vivent très mal. Donc ces personnes seront beaucoup plus regardantes à être appelées il ou elle ou yel. Et en tant que thérapeute, accompagnant, c'est important quand on accueille quelqu'un de lui demander quel est son pronom. Voilà. C'est une des premières choses à faire. Oui. Est-ce que toi, par exemple, tu peux le suggérer? Parce que moi, je te rencontre pour la première fois, je ne sais pas que tu es non-binaire, donc je ne vais même pas me poser la question de il ou elle ou yel. Donc est-ce que toi, tu vas le suggérer ou est-ce que une personne va pouvoir le suggérer pour proposer son cadre, pour mettre les choses au clair? Oui, alors pour ça, moi j'utilise l'observation et l'écoute, c'est-à-dire que de ce que je perçois de la personne, si la personne me donne l'impression de ne pas être une personne cisgenre, c'est une personne qui est très attachée à sa polarité masculine ou féminine. Si je sens quelque chose de différent, je vais demander s'il y a une préférence de pronom. Mais des fois, c'est pas perceptible. Et dans ce cas-là, c'est la personne elle-même qui nous signifie écoute, là ça me va pas, je préfère que tu m'appelles il ou yel. Et à ce moment-là, il faut en tenir compte. Parce que si la personne l'a signifié et qu'on n'arrive pas à en tenir compte, ça peut être blessant. J'aimerais revenir sur la question du polyamour. J'ai l'impression qu'il y a parfois beaucoup de confusion à ce sujet. Comment tu pourrais le définir, même si l'idée c'est pas du tout d'enfermer et que j'imagine qu'il y a beaucoup de schémas et de scénarios différents dans le polyamour, mais qu'est-ce que c'est pour toi et comment tu pourrais l'expliquer? Alors, justement pour sortir de cette vision de libertinage ou de j'ai le droit de me taper qui je veux quand je veux et que ça ne se résume pas à juste cette vision très simpliste. Tout à fait, c'est une question intéressante. Alors, en discutant entre polyamoureux et polyamoureuses, on arrive souvent à la conclusion qu'il y a autant de polyamour qu'il y a de polyamoureux, polyamoureuses, parce que chaque personne a ses petites nuances. Mais de mon point de vue, la définition d'une personne polyamoureuse, c'est une personne qui a simplement la capacité ou la facilité ou même ne pas savoir faire autrement que de tomber amoureux ou amoureuse de plusieurs personnes en même temps et d'avoir envie de le vivre et d'être dans la démarche de le communiquer aux personnes concernées pour qu'il y ait une clarté et non pas la dissimulation qui implique la tromperie. Donc il s'agit d'une histoire d'amour, de tomber amoureux, ce qui n'empêche pas la sexualité. On peut vivre de la sexualité avec les personnes dont on est en relation amoureuse. Moi, ça m'est arrivé de très nombreuses fois d'être profondément amoureux de plusieurs personnes et de ne pas vivre de sexualité avec ces personnes. Voilà. La différence avec le libertinage, c'est que globalement, le libertinage se définit avec une ouverture à la sexualité avec plusieurs personnes qui n'implique pas forcément de l'amour. Ça peut, mais pas forcément.
Le polyamour, c'est l'ouverture à la relation amoureuse ou au sentiment amoureux avec plusieurs personnes qui n'impliquent pas la sexualité, qui n'impliquent pas forcément la sexualité, mais qui en vrai l'impliquent quand même assez souvent, si les deux personnes le désirent. Ou 3 ou 4, enfin voilà. Merci pour ces éclairages. Si Dia- tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais? Je transformerais tout le monde en bisounours, mais avec leur consentement. Merci. Merci beaucoup pour ce partage et ces éclairages. J'espère que nous allons à bon train sur ce chemin. Mhm. Merci pour cette opportunité d'expression. À bientôt. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. À bientôt dans une prochaine émission I Feel Good. Pour aller plus loin, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission I Feel Good 888 ou sur mon site internet armelberodi.fr. Ce podcast est disponible sur vos plateformes préférées, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, YouTube. Ces informations sont données à titre indicatif et ne se substituent à aucun conseil médical. Avant toute expérimentation, prenez l'avis de votre médecin.